Il se dit que A a explosé avant B. Mais alors qui a raison? Ils ont tous raison, puisqu'il n'y a pas de critère absolu pour décider si deux événements se déroulent simultanément ou non. Et le laps de temps, la durée qui sépare deux événements, varie elle aussi en fonction de l'observateur. Tu veux dire que la durée d'un phénomène, entre son début et sa fin, n'est pas la même pour tout le monde? Absolument. Quand un événement cosmique se produit dans le ciel, il émet une image. À bord de sa fusée ultra rapide, Oui. Paul rencontre dans l'espace-temps cette image. Il la traverse en, mettons, 2 secondes. L'image arrive maintenant sur Terre. Et là, le cousin de Paul, pratiquement immobile, mettra 2 fois plus de temps pour la traverser. Ça me paraît logique. Le temps est en quelque sorte élastique. Exactement. D'accord. Mais quand même, l'événement a bien une durée propre. Disons que la durée propre d'un phénomène, c'est celle que mesurerait une horloge ou un observateur attaché à l'événement. Et que va-t-il m'arriver, à moi, à mon temps, à ma propre durée, si je me mets à voyager dans l'espace à grande vitesse, sans toi? Tu ne sentiras rien de spécial, mais tu vieilliras moins vite que moi. Tiens, mais c'est intéressant. Oui, il a été prouvé que plus on va vite, moins le temps passe. Bon, je veux bien, mais est-ce qu'il peut y avoir un vrai décalage? Uniquement si tu voyages à une vitesse très proche de celle de la lumière. Par exemple, si tu partais dans l'espace à presque 300 000 km par seconde pendant 1 mois, il pourrait s'écouler 50 ans sur Terre. Tu veux dire que tu aurais 50 ans de plus que moi? Oui, mais ne t'inquiète pas. 300 000 km par seconde, on n'est pas près d'y arriver. Et attends, ce n'est pas fini. Quoi encore? On a vu que l'espace et le temps étaient indissociables. Et donc, si les durées varient, si le temps est élastique, les dimensions, c'est-à-dire l'espace, varient aussi en fonction de la vitesse de l'observateur. Regarde. Paul et Julie voyagent dans des directions opposées, sur des tapis de la même longueur. Très vite. Oui. Ils vont se croiser. À ce moment-là, le tapis de Julie paraîtra à Paul plus court que le sien. Et inversement, le tapis de Paul paraît à Julie plus court que le sien. Conclusion, plus on va vite, plus les objets qu'on regarde se raccourcissent? Oui, mais seulement si on va très vite. Et ça a été vérifié concrètement tout cela? Bien sûr, dans des accélérateurs de particules par exemple. Alors ça c'est extraordinaire quand même. Mais avec tout cela, que deviennent nos étalons de mesure terrestre, comme le mètre par exemple, s'ils sont envoyés dans l'espace à grande vitesse? Ils deviennent eux aussi élastiques. C'est tout l'ensemble du réseau d'espace-temps qui devient élastique. C'est ce que nous a appris Einstein. C'est ça, la théorie de la relativité. Personne n'échappe à la gravitation. Tous les corps célestes et terrestres, sans exception, s'attirent mutuellement et tombent les uns sur les autres. C'est ce qu'a affirmé Newton au XVIIe siècle, dans sa fameuse théorie de l'attraction universelle. Dans le fond, se tenir debout, ça paraît tout naturel. Mais ce n'est pas si évident que ça. Bien sûr, c'est la gravitation, l'attraction engendrée par l'énorme masse de la Terre,
qui conditionne notre équilibre et qui nous retient à sa surface. Mais ce n'est pas tout. L'histoire nous raconte qu'une nuit de pleine lune, assis sous un pommier, Newton comprend dans une intuition géniale que la chute d'une pomme sur le sol est due au même phénomène que le mouvement de la Lune autour de la Terre. Toutes les deux tombent sous l'effet de la pesanteur terrestre. Toutes les deux sont attirées par la Terre. Je sais, mais la Lune ne tombe pas, elle tourne. Bien sûr, car la Lune a de l'élan, c'est-à-dire une direction et une vitesse qui lui permettent de résister un peu à la gravitation, sans toutefois y échapper vraiment. Si elle ne tombait pas, elle continuerait son mouvement en ligne droite et s'éloignerait indéfiniment. C'est l'équilibre entre son élan et la gravitation qui détermine son orbite circulaire. Et il y a encore plus mystérieux dans la gravitation. Ah oui? Quand des corps matériels tombent, c'est toujours à la même vitesse, quelle que soit leur nature. Par exemple, si on jette en même temps un piano et une plume dans le vide. Excellente idée. Ils arrivent en bas au même instant. Au même instant? Pourtant... Je sais. Sur Terre, il y a la résistance de l'air qui freine la chute des corps. Mais dans le vide, l'accélération provoquée par la gravitation est la même, quelle que soit la nature des corps. Tout ça, c'est des mots. De purs concepts. Pas du tout. Imagine une cage d'ascenseur. Paul joue à la balle à l'intérieur. Si on coupe les câbles, la cage est alors livrée à elle-même. Et Paul, la balle et la cage se mettent alors à tomber exactement à la même vitesse. Il se passe la même chose dans une capsule spatiale. La capsule, les occupants, les objets à l'intérieur tombent tous à la même vitesse. Ils sont soumis à la même attraction. Et donc, on a l'impression qu'ils flottent dans l'espace. C'est ça l'impesanteur. Oui. En fait, c'est une propriété de la gravitation qu'on appelle le principe d'équivalence. Et comment ton cher Newton expliquait-il ce mystérieux phénomène? Eh bien justement, il n'a jamais pu l'expliquer. Mais au début du XXe siècle, Einstein s'est intéressé à son tour au principe d'équivalence. Celui-ci lui est apparu comme une sorte de révélateur de la structure de l'univers. Il lui a permis de découvrir les liens secrets qui unissent l'espace, le temps, la lumière et la matière, les 4 éléments fondamentaux de l'univers. Il y a des paysages d'où la ligne droite semble totalement absente. On a l'impression qu'on ne peut s'y déplacer qu'en suivant des trajectoires courbes. En fait, dans l'univers, tout déplacement naturel est courbe. La ligne droite est une sorte d'idéalisation. La nature est naturellement courbe. Mais il faut distinguer 2 sortes de courbures. L'une purement spatiale et l'autre, introduite par la relativité, la courbure spatio-temporelle. Et qu'est-ce que tu entends par courbure spatio-temporelle? Lorsqu'un corps se déplace dans l'espace, sa trajectoire spatio-temporelle, c'est tout simplement une façon schématique de représenter ses accélérations et ses décélérations. Voici par exemple notre petite fusée qui se déplace
sans accélérer, à vitesse constante, en ligne droite. Oui. Sa trajectoire spatiale, comme sa trajectoire spatio-temporelle, est rectiligne. Oui. Et si ton bolide se met à accélérer, qu'est-ce qui se passe? Sa trajectoire se courbe. Ah bon? Mais pourquoi? Car la variation de vitesse, c'est en fait une variation du rapport temps-espace. D'accord. Et si l'on représente cet espace-temps différemment, avec au sol l'espace et verticalement le temps, voici une première trajectoire, lorsqu'il n'y a pas de variation de direction ni de vitesse. Voici celle d'un véhicule qui ralentit. Et voici ce qui se passe s'il tourne autour d'une étoile. La trajectoire spatio-temporelle trace le développement du cercle dans le temps. Et elle se déroule en spirale. Si le véhicule accélère, la spirale se tasse, car il parcourt beaucoup d'espace en peu de temps. Si le véhicule ralentit, la spirale s'étire en hauteur, car il lui faut plus de temps pour parcourir le même espace. Et tu vois, le mouvement spatio-temporel des planètes se dessine de la même façon autour du Soleil. Comme une sorte de spirale qui se développe autour de la ligne de temps du Soleil. Un ensemble de trajectoires courbes matérialise une surface courbe, c'est-à-dire une surface sur laquelle on ne peut se déplacer qu'en suivant des trajectoires courbes. Un ensemble de surfaces courbes permet de matérialiser un espace courbe, c'est-à-dire un volume, d'où toute trajectoire rectiligne est exclue. Et enfin, un espace-temps en courbe, à 4 dimensions, décrit l'évolution dans le temps d'un espace courbe. L'application d'une force sur un corps en mouvement fait varier sa vitesse. Elle l'accélère ou elle le freine. La plupart du temps, la force modifie aussi la direction. À l'échelle cosmique, les objets célestes sont eux aussi propulsés par une force, la gravitation. Tous les corps massifs de l'univers y sont soumis. La gravitation n'engendre donc pas seulement la pesanteur, elle dessine aussi la courbure des trajectoires dans l'espace et dans le temps. Et la lumière dans tout ça, elle file toujours en ligne droite au milieu de toutes ces courbes. À l'époque de Newton,
On pensait que la lumière n'était pas influencée par la gravitation. On pensait que la lumière se propageait en ligne droite et qu'elle tissait une trame rectiligne qui définissait l'espace. On peut donc imaginer la structure de l'univers comme une grande architecture rectiligne parsemée de courbes et d'ellipses. Oui, mais en fait, au XXe siècle, la théorie de la relativité nous a appris plusieurs choses. Le temps est élastique. Il varie en fonction de la vitesse. Donc, on ne peut pas quadriller l'univers par une seule trame spatio-temporelle, rigide, contrôlée par un temps unique, un temps universel. Ensuite, Einstein a pensé que les rayons lumineux eux-mêmes étaient infléchis par la gravitation. Normalement, une étoile nous envoie sa lumière en ligne droite. Mais si un corps massif comme le Soleil, par exemple, se trouve sur le trajet, le rayon lumineux se courbe. Comme nous avons toujours l'impression que la lumière nous parvient en ligne droite, l'étoile nous semble déplacée. Tout ceci n'est en réalité observable que lors d'une éclipse. Sinon, le Soleil nous aveugle. C'est lors de l'éclipse de 1919 que la courbure des rayons lumineux prévue par Einstein a été réellement observée pour la première fois. La lumière est donc soumise à la gravitation. Exactement. Alors, que devient notre trame de référence universelle? C'est toujours le réseau de lumière, mais il est courbé par la gravitation. Et son architecture lumineuse révèle la forme même de l'espace-temps. Tous les corps célestes épousent sa courbure. C'est comme si la gravitation modelait l'univers. Oui, la gravitation est plus qu'une force. C'est la géométrie même de l'univers. C'est l'espace-temps courbe qui unifie l'espace, le temps, la lumière et la gravitation. C'est ce qu'on appelle la relativité générale. La liberté, finalement, c'est la possibilité de choisir un chemin plutôt qu'un autre, ou bien de ne pas choisir du tout. En fait, il y a deux conceptions possibles de la liberté. Celle de Newton, qui faisait une distinction entre les corps non libres soumis à la gravitation et les corps libres qui échappaient à la gravitation. C'est-à-dire entre les corps massifs de l'univers d'une part et la lumière d'autre part. Et l'autre conception, celle d'Einstein, qui affirmait au contraire que tous les corps, y compris la lumière, étaient libres, mais dans un espace-temps modelé par la gravitation. Cette liberté est donc relative. Oui, tu vois, c'est un peu comme ces particules. Elles sont libres de toute force, mais elles ne peuvent pas quitter la surface sur laquelle elles se déplacent. Elles sont à la fois libres et contraintes, comme les objets célestes. La liberté, finalement, c'est une question de point de vue. Et de géométrie. Les objets célestes sont libres, mais guidés par la forme incurvée de l'espace-temps, comme la trajectoire d'un bateau, à la surface de la mer, suit dans ses déplacements les courbes dessinées par les vagues. En fait, on manque de recul pour apprécier nos courbures. Exactement. L'univers paraît plat à notre échelle, un peu comme la surface de la Terre paraît plate sous nos pas, et comme elle a paru plate à nos ancêtres.
Dans la langue des mathématiciens et des physiciens, c'est comme ça qu'on écrit la courbure. C'est l'équation trouvée par Einstein. R mu nu égale quitter mu nu. Magnifique, très poétique. Mais qu'est-ce que ça signifie en clair? R représente le degré de courbure de l'espace-temps. Et T, son contenu, la répartition de matière et d'énergie. Plus T grandit, plus R est courbe. Ce qui veut dire que plus il y a de matière, plus il y a de courbure. Et cette courbure est visualisée par les trajets de la lumière. Tout s'explique. Mais alors, les images de l'univers que la lumière nous transmet, est-ce qu'elles ne sont pas, elles aussi, un peu tordues, un peu courbées par hasard? En effet, les astronomes ont observé des illusions d'optique cosmique induites par la courbure de la lumière. L'image de certains astres lointains, comme les quasars, séparés de nous par un corps très massif, visible ou invisible, une galaxie par exemple, nous paraît incurvée, dédoublée ou même démultipliée. Un véritable mirage. Oui, un mirage qui nous permet de détecter parfois la matière cachée dans l'univers. Tu vois, l'espace-temps courbe n'est pas seulement une construction mathématique, il est bien réel. Grâce à lui, nous allons pouvoir pénétrer dans l'architecture invisible de l'univers. Génial. On ne peut pas voir l'espace-temps, mais on sait qu'il est semblable à un tissu élastique. Les astres, en s'y déplaçant, le déforment, y imprimant une courbure. Dans l'espace-temps, Modelé par la gravitation, plus un astre est dense et massif, plus il courbe l'univers. Et autour de lui, d'autres courbures et d'autres trajectoires s'organisent. Tiens, comme c'est curieux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondulations de courbure, engendrées par deux étoiles doubles qui tournent l'une autour de l'autre. Chaque étoile imprime sa propre courbure à l'espace-temps. Mais le déplacement des deux étoiles engendre aussi des petites vagues qui se propagent aussi vite que la lumière. Ces ondes ne sont pas des ondes lumineuses, ce sont des ondes gravitationnelles. Comme quand on jette un caillou dans l'eau. C'est un peu ça. N'importe quel objet traversé par une onde gravitationnelle est ballotté comme un bouchon et se déforme dans tous les sens. Tiens, et ça? On dirait un œil dans le ciel. Ça, c'est un trou noir. Une zone de l'espace-temps complètement invisible. Invisible? Mais c'est tout rouge. C'est le gaz incandescent qui s'engouffre dedans et se met à briller avant de disparaître. Regarde, le trou noir déforme tellement l'espace autour de lui que les images sont complètement tordues. C'est comme si l'espace-temps était mou. Complètement fou. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un trou noir? Lorsqu'une étoile massive explose à la fin de sa vie, son noyau s'effondre sous son propre poids. L'attraction gravitationnelle devient alors si intense que rien ne peut plus lui échapper. Et ça devient un trou noir qui aspire tout ce qui passe à proximité, même la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Un univers infiniment courbe. Mais là, on peut tout imaginer, parce que là s'arrête la science.